Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Papertail. Papertail c'est vraiment un gros coup de cœur, une belle découverte de cette nouvelle année. C'est un jeu que j'adore, je pense que j'y joue pas tous les jours mais bon, un jour sur deux j'arrive à convaincre quelqu'un de faire une petite partie. C'est un jeu qui est beau, qui est hyper simple à installer, assez rapide à comprendre dans son fonctionnement, parce qu'il n'y a pas 20 000 actions, et puis tout est catalogué, on suit, etc. Et par contre, maîtriser le jeu et faire tout ce qu'on veut, là par contre, il y a beaucoup d'interactions dans les cartes, dans les possibilités, et du coup, bah, voilà, il y a une courbe de progression, je pense, très importante en termes de stratégie, plein de choses à tester, donc voilà, vraiment un super jeu. Donc l'installation c'est assez basique. Donc la version de base, celle que je vous montre là, ça se joue de 2 à 5 joueurs. Il y a aussi un mode solo qui est avec une des extensions qui s'appelle je ne sais plus comment. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce jeu, du coup j'ai acheté la version intégrale où il y a du coup 2 extensions dedans, dont la partie qui permet de jouer en solo. J'ai pas encore testé parce que pour l'instant déjà je trouve que le jeu de base il est très riche. Mais par contre, c'est un jeu de la bibliothèque, donc il va falloir le rendre. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai acheté d'occasion la version, mais pour l'instant, je suis vraiment sur la partie basique. Donc il y a un plateau au centre qui va nous servir à compter nos points. Ça se joue en 4 manches, c'est tout, donc on déplace le curseur. Chacun un pion pour suivre son avancée. On a tous 5 bâtiments, tous les mêmes. Taverne, temple, ville, mine, caserne. Donc voilà, on va pouvoir construire des bâtiments, les mêmes, mais après on va chacun faire des choix différents. On a 5 cartes devant nous, on part avec 3 pièces d'or, et puis voilà. Il y a une aide de jeu pour chaque joueur qui est hyper bien faite, qui vous donne du coup les différentes phases des 4 tours, et ça va toujours être le même déroulé. Il y a une iconographie aussi qui est très claire et très pratique une fois qu'on comprend. En fait, chaque élément est décomposé en phases, donc 1, 2, 3 jusqu'à 6, qui correspond à un élément du jeu. Par exemple, la phase 3, c'est la phase de guerre. Du coup, il y a un petit 3, il y a un bouclier, et les cartes ont parfois certains effets, et c'est au moment d'une phase particulière. Donc on regarde sur chaque carte s'il y a ce symbole-là, on regarde ce qu'il y a à faire, et puis ensuite dérouler. Ensuite, on passe en phase 4, en phase 5, etc. Ça se joue en simultané, donc ça va relativement vite, puisque tout le monde fait son recrutement de cartes, tout le monde fait sa guerre en même temps. La guerre c'est 30 secondes histoire de compter ses points et on passe à la phase suivante. Donc il y a quand même un certain rythme. Après, comme je vous disais, c'est des combinaisons de cartes. Donc parfois la phase d'installation, la phase 1 et 2, recrutement et déploiement des cartes, ça peut être long suivant voilà, la rapidité de la personne à prendre ses décisions. Et puis c'est un jeu de draft, c'est-à-dire qu'on va distribuer 5 cartes à chaque joueur. Moi je vais avoir mes 5 cartes en main, mais je ne vais pas, c'est pas ma main. Je vais en choisir une et passer le paquet à mon voisin. Alors par exemple, tour 1 c'est mon voisin de gauche, tour 2 quand je changerai, on changera de tour et je passerai à mon voisin de droite ou mon voisin en face par exemple. Donc voilà, donc je pioche une carte, je passe le paquet, comme ça tourne. Et on choisit ces cartes, mais parmi celles qui sont proposées, au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. Donc ça déjà, c'est un principe que j'aime bien, ça se jouait aussi comme ça dans It's a Wonderful World. J'aime bien ce côté draft un peu aléatoire avec les cartes des autres, etc. Et puis savoir qu'au bout d'un moment, quand même, les cartes nous reviennent. Ah mince, j'hésitais entre deux, mais entre temps, il me l'a prise. Ou ah ouf, personne n'a pris cette carte-là, j'aurais voulu la prendre, etc. Donc ça, c'est la phase 1 de recrutement. Donc on choisit une carte, on passe son paquet de nappes jusqu'à avoir à nouveau 5 cartes en main. Quand on joue à 2, il y a une petite variante qui est bien fichue je trouve. On a 9 cartes de départ et en fait on en choisit une, on en défausse une, on passe le paquet, l'adversaire pareil, et à chaque tour c'est comme ça jusqu'au moment où il n'y a plus qu'une seule carte, on se retrouve à nouveau avec 5 cartes en main. Ensuite la phase 2 ça va être le déploiement, donc là on va, en fait on a un petit royaume et il faut qu'on optimise notre royaume pour gagner. Donc la phase de déploiement, en gros ça va être d'avoir 4 cartes comme ceci, 2 cartes devant, 2 cartes derrière, et il y a toujours une carte qu'on peut mettre de côté pour le prochain tour. Ensuite, donc, tout le monde fait ça en cachant ses cartes, et ensuite en phase
de déploiement, on va tous révéler nos cartes en même temps. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait les cartes qui sont devant, globalement, vont servir à faire la guerre. Donc on va faire une guerre avec notre adversaire de gauche, une guerre avec notre adversaire de droite. Si on gagne la guerre, c'est 3 points de victoire, enfin de prestige à la clé. Voilà. Donc là, je ne vais pas regarder honnêtement comment c'était tombé. Je vais déployer mes cartes, on va tous le faire. Donc vous voyez que les cartes, elles ont un coût indiqué dans cette petite pastille. Au moment où je déploie mes cartes, je dois pouvoir les payer. En début de partie, je vous ai dit, on n'a que 3 pièces d'or. Donc là, par exemple, je n'ai pas regardé ce qui était tourné. Je dois payer 4 pièces pour activer toutes mes cartes. J'en ai 3, c'est pas possible. Ça veut dire que, en gros, j'ai mal choisi. Ça m'est arrivé une fois parce que j'ai oublié cette partie-là de la règle, donc je me suis fait avoir au premier tour. On défausse une carte et du coup, on a une carte de moins. Donc ça, on évite de le faire. Globalement, il y a quand même pas mal de cartes qui sont gratuites. Donc, quand on sélectionne, on essaye de faire attention à ça. Les cartes qui sont devant, donc on va dire que j'ai le droit de les payer, que j'ai assez de sous, ce qui n'est pas le cas pour cette première manche-là. Mais je vais regarder les cartes qui sont à l'avant, qui sont celles qui vont combattre mon adversaire. Combien il y a dans le bouclier? Là, il y a 3, là, il y a 4. En gros, j'ai 7 d'attaque. Sauf si j'ai des capacités spéciales, mais pour l'instant, on va dire que non. En gros, j'attaque de 7. Lui, combien il a en face? S'il a moins, c'est moi qui marque les 3 points de victoire. Mon adversaire de gauche, combien il a? Il a plus, c'est lui qui marque. Si on a égalité, on marque chacun 3 points par rapport à ça. Donc ça, c'est la phase de guerre. On gagne 3 points pour chaque guerre remportée. Avec les personnages qui sont devant. Et puis, vous voyez par exemple que le général, lui, dans le bas de son cartouche, il y a un petit écusson 3, ça veut dire que ça s'active en phase 3. Et on me dit qu'en plus, j'ai 1 point par guerre remportée. Donc ça, c'est pas mal. Il y a des cartes où c'est par exemple... votre valeur de bouclier dépend si vous avez de la viande dans votre royaume. Donc par exemple, vous voyez mon fermier, lui, sa capacité c'est de me faire produire de la viande. Il était gratuit, il n'est pas très fort en attaque, en même temps c'est un fermier, c'est normal. Mais lui, il produit de la viande. Couplé avec mon cuisinier, qui lui n'est pas très fort non plus et qui était gratuit, lui en phase 4, c'est-à-dire celle juste après de revenu, eh bien je vais gagner 1 pièce par viande dans mon royaume. Donc si j'ai ces 2 cartes en même temps, eh ben, c'est avantageux. Alors que si j'ai le cuisinier mais pas le fermier, ça ne me sert à rien pour l'instant. Donc voilà, donc là par exemple, j'avais pas assez pour faire cette main-là, puisque j'avais que 3 pièces et que mes personnages valent 4. Donc là par exemple, j'ai ma forgeronne qui était gratuite, le fermier, le cuisinier, et puis ces deux-là. Donc là je me dis, entre le général et le golem, bon les deux ils sont assez forts en attaque. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère payer 2 pour le général ou le golem? Alors le golem, lui, c'est quoi sa capacité? Donc il fait 3. Et lui, c'est en phase 2 qu'il agit. Lui, il va me permettre d'améliorer gratuitement mes bâtiments qui sont niveau 1 en niveau 2. On y reviendra après, mais bon, ça peut être une capacité intéressante. Par contre, pour l'instant, j'en ai pas. Donc est-ce que j'ai envie de jouer ça? Bon, voilà. Donc, je sais pas, je peux dire par exemple que là pour l'instant je privilégie la guerre. Donc je vais mettre mon général comme ça. Le golem je le garde de côté parce que de toute façon j'ai pas de quoi le payer. Et puis après, de toute façon ils sont tous 1 en attaque donc ça changera rien. Donc voilà. J'ai mis comme ça. Tout le monde révèle ses cartes en même temps. Donc là j'aurai 5 d'attaque. Je dois payer 2, ça je peux le faire. Donc je donne les cartes, les pièces. Tout le monde fait pareil. On voit si j'ai remporté la guerre, etc. Et puis ensuite, je passe en phase 4, revenu. Donc, à chaque tour, on va gagner 2 chacun de base. Et puis, suivant les cartes qu'on a, eh bien, on peut gagner un petit peu plus. Par exemple, la forgeronne, en phase 4, donc il y a toujours le même symbole, une flèche. Je gagne 1 pièce bonus, sympa. Le cuisinier, donc on disait, lui, c'est 1 par viande dans mon royaume. Ça tombe bien, j'ai mis le fermier qui me rapporte. Donc, je gagne 1 pièce. Donc ce tour-là, j'ai pu gagner mes 2 pièces normales, plus 2 pièces comme ça. Et du coup, ça me servira à avoir peut-être plus de sous pour le prochain tour, pour sélectionner des personnages plus importants. Parce que vous voyez, le golem, j'avais pas eu de quoi le payer en même temps que le général. Donc voilà, donc on va dire que j'avais gagné une guerre. Plus mon point par guerre remportée, donc voilà. Donc ça détermine mon avancée. Phase 4, fini. Donc tout le monde joue en même temps, hein. Prends ces 2 pièces, regarde s'il y a des trucs qui s'activent suivant les différentes phases. Phase 5, construction.
Donc là, je vais maintenant pouvoir, à cette phase-là, construire un bâtiment. Je n'ai le droit de construire qu'un seul bâtiment par tour. Donc il n'y a que 4 tours, déjà on ne pourra pas tous les construire. Et améliorer un bâtiment, c'est-à-dire qu'au départ, ils ont à côté phase 1, où ils ne sont pas très chers. Par exemple là, la caserne, pour le construire en phase 1, il faut simplement disposer d'un bois dans son royaume. Donc ça, c'est pas des ressources qu'on dépense, c'est l'avoir en termes de cartes. Par exemple, est-ce qu'il y en a aussi la viande? Ouais. La taverne, grâce à mon fermier qui lui produit de la viande, je pourrais construire la taverne sur cette phase-là, puisque j'ai une viande dans mon royaume. Si au prochain tour, je veux l'améliorer et qu'il soit en phase 2, il va falloir que je paye un bois plus une viande. Alors si je les ai d'emblée dans mon royaume, c'est quand même mieux de le construire directement en phase 2, parce que basculer un bâtiment de la phase 1 à la phase 2, ça compte comme une action de construction, donc bah voilà, ça va me bloquer, j'aurai que 3 bâtiments par exemple maximum. Sauf si j'ai mon fameux golem, qui du coup me permettait de l'améliorer gratuitement. Les bâtiments, quand ils sont à la fin de toute la partie, on va compter les bâtiments. Quand ils sont sur ce côté-là, ils valent 3 points, alors que sur ce côté-là, ils valent que 1 point. Ils ont aussi plus d'effets, c'est-à-dire que ma taverne, quand elle est que en niveau 1, elle me rapportera une pièce par viande dans mon royaume. Mais par contre, quand elle est en phase 2, c'est ça, plus ça. En l'occurrence, pendant la phase de guerre, j'aurai aussi un point de plus par viande dans mon royaume. Il y a un autre truc qui est super important pour les bâtiments, quand ils sont en phase 2, c'est qu'en fait ça change la configuration des cartes. Je vous ai dit, vous avez 2 cartes à l'avant, 2 cartes à l'arrière. Et bien dès que vous avez un bâtiment en phase 2, vous avez en fait une carte de plus. C'est toujours pareil, il faut pouvoir la payer, mais en gros vous avez 3 cartes pour faire la guerre et 2 cartes derrière. Donc là par exemple j'aurais attaqué de 8 au lieu d'attaquer de 5. Quand il y en a un qui est déjà avec 5 cartes et que les autres sont encore avec seulement 4 cartes, je peux vous dire que ça fait mal. Parce que la carte de plus, en général, elle vous aide à remporter des guerres. Donc, les bâtiments, ça sert à ça. Ça sert aux effets, ça sert à rajouter une carte, ça rapporte des points à la fin. Donc, c'est vraiment aussi un élément important. Et le fait qu'on ne puisse en faire que 1 par tour, eh ben, ça complique la vie. Le fait que de le passer en phase 2, alors qu'on l'avait déjà d'abord construit simplement en phase 1, eh ben, ça complique la vie. Autre petite subtilité, le premier bâtiment, bah voilà. Le deuxième emplacement, il va falloir en plus payer le terrain. C'est 2 pièces par bâtiment déjà présent. Donc mon deuxième bâtiment, il va me coûter 2 pièces pour pouvoir se construire. Le troisième, il va falloir que je paye 4 pièces. Donc ça va devenir de plus en plus cher. Et pourtant, c'est des points. Et en plus, c'est des avantages parce que chaque bâtiment a souvent des... Enfin, c'est pas souvent, mais il y a toujours... un petit pouvoir particulier. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des bâtiments. Donc ça c'est la phase 5 de construction. Et alors l'autre originalité du coup du jeu, c'est l'âge. En fait, votre royaume, il va vieillir à chaque tour. Donc là, toutes mes cartes vont se prendre un jeton de vieillissement en phase 6. Et voilà. Le tour est fini. On va redistribuer 5 cartes à tout le monde. On va refaire notre phase 1, 2, draft, etc. Je reviens sur l'histoire du vieillissement. Quand on va être au deuxième tour en phase 6, toutes les cartes qui ont déjà un jeton vont mourir. Donc je ne pourrai pas les conserver. Sauf exception, il y a des cartes qui ne meurent jamais. Par exemple la relique. Une carte très forte qui a fait très mal sur une partie précédente. Mais donc globalement c'est ça. Première fois ils prennent un jeton vieillissement, deuxième fois bah, de toute façon ils dégagent. Quand on va refaire le deuxième tour, donc je vous ai dit il y a une carte qu'on met de côté pour le prochain tour. Donc là j'ai fait vieillir mes unités. Donc là je vais en piocher 5 au pif. Donc là on va dire que c'est mon 12e tour. On va dire qu'on a fait le draft et que c'était ma main définitive. J'ai 5 nouvelles cartes, mais j'ai déjà 4 cartes de placer. Plus celle-là que j'ai le droit de récupérer. Bon, en plus, pas de bol, j'ai 2 golems. Peu importe. Je peux, au moment de la phase 2, choisir de virer toutes mes cartes si j'ai envie. Je peux choisir d'en défausser 2 pour avoir un peu plus de place pour mettre des nouvelles cartes.
Je peux, celles qui étaient à l'avant, les mettre à l'arrière. Enfin, je peux faire tout ce que je veux. Le problème, c'est que ces cartes-là, je les ai payées. Et que si je veux en mettre des nouvelles, il va falloir que je paye à nouveau leur coût. Donc, il va falloir faire des choix. J'ai choisi des cartes parce que je voulais lancer une stratégie. Mais est-ce que j'ai de quoi les payer? Et est-ce que j'ai la place de les poser? Donc, le fait d'avoir fait son bâtiment au niveau 2, ça vous rajoute une place. Donc, ça peut être très appréciable. Mais de toute façon, il va falloir faire des choix. Il va falloir virer des cartes que vous aviez... Enfin, c'est des choix cornéliens. On a envie de faire plein de stratégies et en même temps, on ne peut pas tout faire parce que on n'a pas de place. Est-ce que je vire des unités pour en mettre des nouvelles et repayer? Est-ce que je les garde encore en tour? Mais du coup, je peux pas faire ce que je voulais faire. Enfin, voilà, c'est tout le sel du jeu. Et franchement... c'est vraiment un super jeu, je trouve. La règle du jeu, elle est vraiment bien faite. Il y a beaucoup d'illustrations, franchement. Il y a pas de... Il y a très peu de dilemmes, à part certaines cartes qui sont un peu spécifiques, où des fois on se dit, est-ce que c'est comme ci ou comme ça, mais franchement, voilà, il y a des petites précisions. Et puis une fois qu'on a fait une ou deux parties, voilà, on n'hésite vraiment plus. Il y a une super rejouabilité, je trouve, dans ce jeu, parce que vous avez plein de cartes différentes qui ont des pouvoirs particuliers, qui ont je vous ai dit, des combinaisons. Par exemple, le mystique, il peut empêcher une unité avec un seul truc comme ça de mourir. Du coup, voilà, mon général, quand même, je l'ai payé, et puis il tape de 4, il me rapporte un point, j'ai pas envie qu'il meure au prochain tour. J'ai pioché le mystique, paf, grâce au mystique, je vais pouvoir virer son jeton et il va durer un tour de plus. Je vous ai dit, il y a la relique, je vais pas la retrouver. La relique, elle, en fait, elle ne meurt jamais. Donc, vous dites, c'est quoi l'intérêt? En fait, elle gagne des points à chaque jeton qu'elle a comme ça. Si vous la couplez avec une autre carte qui s'appelle la maîtresse du temps, qui, elle, en phase 2, va vous faire mettre 2 trucs comme ça sur votre carte. Alors, sur le cuisinier, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais il y a plein de cartes où, en fait... suivant ce qu'ils ont. Là par exemple la salamandre, si je la mets avec la maîtresse du temps, donc la maîtresse du temps en phase 2 me dit vous mettez 2 jetons comme ça sur une de vos unités, je mets sur la salamandre, et la salamandre en phase 3 c'est un supplémentaire de bouclier par jeton comme ça de vieillissement sur la salamandre. Donc là le fait d'avoir mis la maîtresse du temps avec la salamandre fait qu'elle passe de 4 à 6 d'attaque. Ou comme je vous disais sur la relique où en fait elle gagne des points plus elle a de jetons comme ça. Donc j'ai fait une partie avec la relique, la maîtresse du temps dès le départ. J'ai reçu le mystique, là, truc d'après. Donc en plus, la maîtresse du temps n'est pas sortie. Donc à chaque fois, ça rajoutait. À la fin, j'ai fait 18 points. Donc vraiment, il y a des combinaisons à faire. Super sympa. Les trucs avec la viande, on peut, suivant les personnages, après suivant aussi les bâtiments. Vraiment, il y a plein de trucs à explorer pour gagner des points. Et en même temps, voilà, c'est rapide. Alors, on met un peu plus d'une demi-heure au début parce que, voilà, il faut choisir ses cartes. Et puis, des fois, c'est un peu long parce qu'on a envie de faire une stratégie. Mais en soi, c'est pas beaucoup plus long que ça après. Et puis voilà, les possibilités sont énormes. On n'a même pas encore touché à l'extension qui rajoute des nouveaux bâtiments, des nouveaux personnages. Voilà le mode solo, vraiment, mais une magnifique découverte que ce Papertel, je vous recommande chaudement. En plus c'est un jeu qui encore une fois est tellement facile à expliquer que même des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer mais qui sont juste pas réfractaires, voilà, vous leur dites écoute tu suis les cartes, vous pouvez suivre un petit peu ce qu'ils font, tiens en phase 3 tu m'attaques de ça, tiens là t'as tes revenus, tu gagnes, est-ce que tu as de quoi payer tes cartes? Et derrière, il y a quand même toute une stratégie qui se fait, donc vraiment super. Je vous recommande chaudement Papertel et maintenant je vous dis à vous de jouer.